Non, nous avons un mois de mars très riche en conférences, notamment sur la question de la démocratie et de sa crise. Nous avons donc la semaine passée une très belle conférence sur l'Italie et nous avons aussi une conférence le 17 mars d'André Coulbert qui touche à la fois à la question des femmes et du droit des femmes, puisque le mois de mars on le fait sous le signe du droit des femmes, des luttes féministes. C'est donc André Coulbert qui va nous parler des femmes sous le régime de Vichy. Ce sera sûrement très intéressant par rapport aussi à la situation actuelle de remise en question dans un certain nombre de pays, notamment du côté des forces de droite et d'extrême droite, des droits des femmes. Et puis il y aura le 31 mars une conférence dont je vois qu'on l'a mise aussi sous l'intitulé « Vie et mort des démocraties » dans ce petit flyer, sur la question de l'universalisme. Donc l'universalisme, ça va être une intervention à caractère philosophique sur la question de l'universalisme qui est très contestée, alors qu'à l'époque des Lumières, ça allait de soi un petit peu cette question de l'universalité de notre vision occidentale des droits, par exemple. Et aujourd'hui, il y a toute une série de débats très intéressants autour de la contestation et du renouvellement du concept même d'universalisme. Voilà, toujours une petite piqûre de rappel, ceux qui ne sont pas encore adhérents à notre association sont invités à le devenir pour la modique somme pour l'instant de 15 €, ce qui leur permet en particulier de participer activement au soutien de notre association qui en aura sans doute de plus en plus besoin dans les mois et les années qui viennent, et puis aussi de participer plus activement à notre vie collective, à nos choix d'orientation, à nos choix de programmation. Je crois que c'est à peu près tout. Donc là, j'ai souhaité être épaulé par un animateur de la soirée. Je trouve que c'est bien que le conférencier et la conférencière ne soient pas seuls à accueillir les questions, à regrouper les questions et à relancer le débat. Et Jean-Michel, qui est tout à fait compétent sur les questions de la démocratie, a accepté de le faire. Je l'en remercie. Et je vais donc essayer de tenir dans une heure. Je vais peut-être déborder un petit peu parce que, au départ, je souhaitais parler, quand j'ai proposé ce thème il y a quelques mois déjà, surtout de l'extrême droite en France, vu du côté des électeurs du Rassemblement national et de leur motivation, en prenant appui sur une belle enquête qui a eu lieu d'ailleurs dans notre région, celle de Félicien Faury, qui permet de comprendre comment se noue dans le vécu, dans l'expérience sociale et politique d'un certain nombre de gens, ce vote. Comment se cristallise ce vote à partir d'un certain nombre de préoccupations qui sont, si on les sépare les unes des autres, finalement assez communes. Mais là, ces préoccupations, on verra comment elles se cristallisent autour, fondamentalement, d'une toile de fond xénophobe, voire raciste. Mais l'actualité des dernières semaines, notamment par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, m'a incité à élargir la réflexion que je vous propose sur l'extrême droite. D'une part, en posant cette question, franchement, de la compatibilité en longue durée entre un régime capitaliste et un régime démocratique. J'en dirai quelques mots dans mon introduction. Et pour m'interroger en conclusion, dans la dernière partie de mon exposé, sur ce qui se passe justement avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis, la mise en place à ses côtés du milliardaire Elon Musk, qui influence très directement la vie politique européenne par ses interventions en faveur de l'extrême droite. Qu'est-ce qui est en train de se jouer au travers de ces pratiques, de ces discours qui réfèrent à une idéologie assez précise, le libertarianisme, qui n'est plus le néolibéralisme. Et il me semble vraiment très important de poser ces questions ce soir pour aussi ouvrir des pistes de réflexion par rapport à la poursuite de notre cycle sur les démocraties, qui va bien sûr être indispensable, non seulement dans les mois, mais aussi l'année prochaine. Je vais être obligé de mettre mes lunettes parce qu'il fait sombre quand même. Concrètement,
les deux plus vieilles démocraties de la période contemporaine, les États-Unis d'Amérique, avec la Constitution républicaine adoptée en 1787, et la France, qui en 1789 débute la Révolution et les travaux sur la Constituante. Donc ces deux plus vieilles démocraties sont parmi les plus malades dans ce qu'on appelle le monde occidental. Dans la première, l'extrême droite est au pouvoir, et le grand historien des États-Unis d'Amérique, Robert Paxton, qui a produit il y a déjà une quarantaine d'années un livre assez fabuleux qui s'appelle La France de Vichy, qui était une première contribution depuis très longtemps majeure sur la réalité du pouvoir vichiste et la réalité de la collaboration avec l'Allemagne nazie. Eh bien, ce grand historien nord-américain Robert Paxton n'a pas hésité ces derniers jours à parler de fascisme pour désigner ce qui se passe aux États-Unis. Et chez nous, l'extrême droite, vous le savez tous, est aux portes du pouvoir et un autre milliardaire, M. Bolloré, détient un grand pouvoir médiatique. D'où mon exposé en 3 temps. Donc la question des liens entre la démocratie, et je vais préciser les termes, et le capitalisme dans la longue durée, au moins depuis 2 siècles. 2 notions qui n'ont jamais fait complètement bon ménage, mais dont les scènes de ménage se sont multipliées ces dernières années, notamment depuis les années 80, et le triomphe de la version néolibérale et financiarisée du capitalisme. On a peut-être besoin d'eau. Ça peut attendre, mais on verra tout à l'heure. Donc ça va être le premier point, une petite réflexion sur démocratie-capitalisme. Le deuxième point, ça va être la montée de l'extrême droite en France. Alors, j'ai diffusé un texte de Nona Meyer, une excellente politiste française qui travaille sur l'extrême droite en France depuis très longtemps. Et elle utilise cette expression, symptôme de la crise démocratique, et aussi un symptôme qui est un accélérateur de cette crise. Il y a des tas de symptômes de la maladie de notre démocratie en France, mais celui-là, la montée de l'extrême droite, régulière et très forte, n'est pas n'importe quel symptôme, et je vais essayer de montrer pourquoi. Et dans le dernier point, donc, je développerai cette réflexion et ces questions sur le tournant libertarien du capitalisme tel qu'on peut l'observer au travers de personnalités comme Trump, Musk ou Milei en Argentine. Démocratie, vous savez qu'étymologiquement, c'est le pouvoir du peuple. Alors je voudrais commencer par déconstruire une idée très ancrée, je crois, y compris dans nos têtes, qui est que le libéralisme économique, ou ce qu'on appelle l'économie de marché, désignation polie pour désigner en fait le régime économique capitaliste, va nécessairement de pair avec la démocratie, du moins au sens d'une démocratie de représentation, c'est-à-dire où le pouvoir du peuple s'exerce indirectement par l'intermédiaire de ses élus, par opposition à une démocratie qui serait une démocratie directe, qui s'exercerait directement par les citoyens, ou une démocratie participative. Donc ce sont des questions qui ont été abordées par André dans sa conférence sur Rousseau, dont on a vu combien la pensée alimentait la réflexion d'aujourd'hui sur la question de la démocratie directe, trop longtemps oubliée. Donc dans cette démocratie de représentation, le pouvoir du peuple s'exerce indirectement par l'intermédiaire de ses élus et via le suffrage universel. Donc je vais laisser de côté quand même ici toutes les questions posées par les limites d'une démocratie de représentation par rapport à une représentation un peu idéale qu'on pourrait avoir d'une démocratie plus active et plus directe et plus participative. Mais cette démocratie, dans les démocraties dites libérales, va aussi de pair avec un état de droit caractérisé par la séparation des pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire, auquel il faut ajouter le fameux 4e pouvoir, celui de la presse et des médias. Et il faut ajouter aussi le pluralisme partisan, la liberté d'expression et d'opinion.
Cette image où économie de marché et démocratie sont indissociables et symbolisent finalement une supériorité de l'Occident, entre guillemets, sur d'autres régions du monde, s'était installée d'autant plus fortement qu'en face de ce modèle, pendant très longtemps, on a eu un contre-modèle qui n'était pas très excitant, celui des démocraties dites populaires, qui était en fait un vernis de régime de type totalitaire, avec un étatisme économique qui était très différent de ce qu'on pouvait entendre par socialisme en fait, et l'absence de pluralisme politique et d'élections libres et l'absence d'état de droit. Donc ce modèle, où allait de soi un petit peu les deux pieds de ce modèle, régime économique libéral et régime politique libéral, il faut un peu s'interroger sur sa genèse et ce qui était de sa réalité depuis la fin du XVIIIe siècle. D'abord, pendant très longtemps, il n'y a pas eu de suffrage vraiment universel. Je crois que c'est dans les années 20 pour les États-Unis et juste après la Seconde Guerre mondiale pour la France qu'il a fallu attendre pour que les femmes puissent exercer ce suffrage universel. Et je laisse de côté la question de l'esclavage. La Constitution américaine des États-Unis d'Amérique ne donnait pas le droit de vote aux esclaves. Évidemment, il a fallu un certain temps pour que les Noirs accèdent au droit de vote. Donc limite au suffrage universel. Cela dit, si on se rapporte à une période un peu plus récente de notre histoire, on va dire en gros depuis la Seconde Guerre mondiale, on est dans une situation où certes la démocratie directe se développe guère, la démocratie reste aux portes des entreprises, la démocratie de représentation elle-même reste aux portes des entreprises. Ça a été beaucoup dit et critiqué ça, par la gauche par rapport aux limites de la démocratie en régime capitaliste. Cela dit, entre en gros la Seconde Guerre mondiale et les années 80, la participation populaire aux élections était assez forte, d'autant plus que les classes populaires se reconnaissaient assez bien dans les partis de gauche. Et c'est cette participation relativement égalitaire à la démocratie de représentation qui commence à entrer en crise dans les années 80. Qu'est-ce qu'on voit apparaître depuis les années 80 ? C'est une abstention croissante de la part des classes populaires. Ouvriers, employés se déplacent de moins en moins souvent pour voter. C'est ce qu'on appelle, ce que les politistes appellent la démobilisation électorale. Donc ça, c'est un symptôme fort de la crise de notre démocratie en régime économique libéral. Donc à mon sens, il y a eu une première rupture progressive à partir des années 80 où on voit le peuple se désengager de cette démocratie de représentation. Après, je donnerai un certain nombre d'indicateurs pour montrer la profondeur de la défiance qui s'est installée par rapport aux responsables politiques, par rapport à ce qu'on appelle la classe politique. Quand j'étais jeune, on ne parlait pas de classe politique. Et l'utilisation de ce mot classe politique, qui apparaît, je crois, dans les années 80, elle aussi, montre bien comment les journalistes ont saisi cette sensibilité populaire qui consiste à dire ils sont à part, c'est une classe à part. Avant, quand on parlait de classe, on parlait surtout de classe sociale. Donc, dans les années 81, ce tournant, il est indissociable de la mise en place de politiques néolibérales. Je vous rappelle que c'est Madame Thatcher qui a décrété « There is no alternative », TINA. Ça veut dire que c'est une manière de disqualifier l'idée qu'il pourrait y avoir un autre mode de gestion du pays que la gestion néolibérale. Et cette idée que finalement, entre la gauche et la droite, ça va être une question de variante légère autour de la même pensée unique, de la même politique unique néolibérale, c'est quelque chose qui va se diffuser finalement dans tous les pays capitalistes développés, partout en Europe, aux États-Unis, etc., etc. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre la démobilisation électorale et la perte d'intérêt pour les grands débats politiques si on met de côté cette situation dans laquelle finalement les alternatives ne sont plus là, dans laquelle on ne voit plus trop de différence entre la gestion
du pays par un gouvernement de gauche et par un gouvernement de droite. Et d'ailleurs, je vous donnerai aussi un indicateur tout à l'heure, de plus en plus de gens ne se reconnaissent pas dans cette dans ce vieux clivage essentiel dans la vie politique française et dans d'autres, entre la gauche et la droite. Donc c'est des symptômes, tout ça ce sont des symptômes de crise de la politique et de la démocratie. Crise de la politique au sens où, c'est quoi la politique ? C'est l'organisation pacifique d'un débat sur le conflit, sur le mode d'organisation sociale. À partir du moment où il n'y a plus de dissensus, il n'y a plus de vrai débat sur comment la société doit être organisée, eh bien, il n'y a plus de politique au sens noble du terme, il n'y a plus de débat politique. Il n'y a plus qu'un débat entre gestionnaires, entre pédagogues qui vont nous expliquer plus ou moins bien leur orientation. L'antagonisme structurel entre ce régime économique libéral et la démocratie réapparaît aujourd'hui dans toute sa nudité. On va peut-être pouvoir utiliser cette notion qui est de plus en plus utilisée, démocratie illibérale. En fait, j'ai retrouvé son origine, c'est celle d'un essayiste ou journaliste qui s'appelle Farid Zakaria, qui en 1997 publie dans Foreign Affairs un article qui fera date sur les démocraties illibérales, concept qu'il emploie pour décrire ces régimes dont les dirigeants continuent d'être élus grâce au vote, tout en s'en prenant aux libertés et à l'état de droit. D'où cet oxymore, un peu de démocratie illibérale. Ça, c'est une nouveauté qui aide à essayer de comprendre ce qui se passe, sachant qu'une des difficultés dont j'aimerais qu'on discute, et dont on va discuter, je pense, l'an prochain encore à l'UPPA, dans ce cycle-là, c'est la difficulté de trouver les notions correctes, les concepts corrects pour penser ce qui se passe. On discutera tout à l'heure, le mot fascisme, il est aussi pas forcément adapté tel que par rapport à ce qu'on a connu dans l'histoire. Faut-il utiliser le terme de néo ou de post-fascisme pour décrire un certain nombre de pratiques ? La question est ouverte et je me garderai bien de la trancher ce soir. Démocratie libérale, c'est quand même une notion qui n'est peut-être pas très scientifique, mais qui est assez utile pour décrire, sinon comprendre, la multiplication de régimes. Alors on pense par exemple à l'Italie, on pense à la Hongrie en Europe, donc des représentants élus qui ne mettent pas tout le monde en prison, qui n'interdisent pas les partis d'opposition, mais qui s'en prennent progressivement à un certain nombre des bases de l'état de droit, notamment en s'en prenant à la presse, à la justice. Et on verra comment on retrouve aussi ces comportements, ces pratiques, notamment aux USA. Alors, mon deuxième point, c'est le RN et le vote RN comme symptôme et accélérateur de la crise démocratique. Quand on parle de démobilisation électorale, on réduit souvent la question aux abstentions. Or, il faut bien voir qu'à côté des abstentions, il y a des phénomènes très importants qui rendent ce phénomène encore plus grave ou préoccupant. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits, qui négligent leur inscription, et pas seulement des jeunes, et qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal inscrits, par exemple qui vivent dans une région et qui sont inscrits ailleurs. Sans compter le fait qu'il y a sur notre territoire des gens qui n'ont pas la nationalité française, qui contribuent à la vie collective par leur travail ou leur cotisation sociale, qui sont des étrangers du point de vue de la nationalité, qui n'ont pas le droit de vote, y compris aux élections locales, vieille revendication de la gauche. Au moins pouvoir s'exprimer aux élections locales, c'est toujours pas le cas. Donc si on totalise ces différentes formes de distance par rapport au vote, on s'aperçoit que un nombre très très important de citoyens ne s'expriment pas, ou s'expriment de manière intermittente, et cela de manière différenciée selon les milieux sociaux. Ça aussi c'est très important. Des collègues des collègues sociologues ont construit un indice d'exclusion électorale,
pour totaliser tous ceux qui sont privés de fait du droit de vote, et donc étrangers, non inscrits, abstentionnistes. Globalement, dans la population salariée en France, c'est de l'ordre de 18-20%, mais c'est 10% chez les salariés les plus qualifiés, les cadres, et c'est presque 30% chez les ouvriers. Hein. Donc, d'une certaine manière, et je reviendrai peut-être sur ce concept, on est dans un suffrage censitaire, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui s'exprime. Alors là, ce n'est pas une interdiction légale, comme c'était le cas, vous le savez, en France jusqu'en 1848, il y avait une partie simplement minoritaire des hommes qui pouvaient voter, parce qu'il y avait le suffrage censitaire lié à l'impôt et aux revenus. En fait, seuls les riches ou les classes aisées pouvaient voter. Et on peut se poser la question, est-ce que d'une certaine manière, on n'est pas revenu en arrière de ce point de vue, quand on voit le caractère très inégal socialement de l'abstention et de la non-participation électorale. C'est le politiste Daniel Gaxi qui parlait de sens caché, sens CENS caché, pour parler de ce qu'on observe depuis quand même un certain temps dans un pays comme le nôtre, y compris à la belle époque où il y avait quand même une relativement forte mobilisation électorale dans les classes ouvrières et populaires, parce que, ce qu'expliquent très bien les politistes, c'est que le sentiment d'être légitime et d'être compétent pour parler politique et pour faire des choix politiques, il est très lié au niveau d'éducation. Et tous les gens qui ont fait peu d'études sont plus en difficulté que les autres pour dire « oui, j'ai mon mot à dire, oui, je vais aller voter, oui, je suis capable de comprendre les arcanes de la vie politique officielle. » Et ça, ce sens, ce NS caché, il est plus que jamais existant, il est plus que jamais réel. On considère aujourd'hui, par exemple, les politistes considèrent aujourd'hui que seul 1/5 de la population s'intéresse à la vie politique telle qu'elle est donnée à voir par les médias. 1 personne sur 5. Ça veut dire que 4 personnes sur 5 se désintéressent un peu, beaucoup ou passionnément de cette vie politique. Je crois qu'il faut bien avoir ça en tête, parce que souvent nous vivons dans un certain entre-soi sociologique, dans lequel, si on est soi-même plutôt politisé, on va avoir autour de soi des gens plutôt politisés, et on va, à partir de cette connaissance familière mais limitée du monde social, penser que les 3/4 des gens s'intéressent à la politique telle que nous, on peut s'y intéresser. Ce n'est pas le cas. Et si jamais vous êtes amené à militer, à faire du porte-à-porte, dans le cadre d'une campagne électorale, vous prendrez la mesure du fait que la plupart des gens se sentent assez incompétents et illégitimes à parler politique. Donc je continue sur les constats de cette démobilisation électorale et de cette crise de la politique. Dans les années 90, à peu près 2/3 des citoyens n'hésitaient pas à se reconnaître plutôt de gauche ou plutôt de droite, et bien c'est tombé à 50%. C'est-à-dire que vous avez 50% de gens qui, dans les sondages, refusent de dire « je me sens plutôt de gauche ou plutôt de droite ». Donc il y a bien une crise du clivage gauche-droite qui ne fait plus sens pour une grande partie de nos citoyens. Tout ça, ça va ensemble. Démobilisation électorale, le fait que gauche et droite, c'est pareil, ou à peu près, c'est le même phénomène. Il y a la question de la défiance et de la critique par rapport à la dite classe politique. 80% des électeurs déclarent ne pas faire confiance dans les responsables, ne pas avoir confiance dans les responsables politiques ou dans les élus politiques au niveau national. Au niveau local, c'est un peu différent. Donc c'est énorme, 80%, et ce taux monte à 90% chez les électeurs qui se sentent proches du RN. Même pourcentage concernant la vision des responsables politiques du point de vue de leur honnêteté ou de leur capacité à dire la vérité. On a des taux qui atteignent 80-90% de gens qui disent les hommes politiques ne disent pas la vérité,
les hommes politiques, eux, nous mentent, voire sont corrompus. Donc en fait, quand les politistes réfléchissent à ces phénomènes d'abstention, de démobilisation électorale, ils disent qu'il y a deux types de critiques qui sont adressées au personnel politique. La première, c'est une critique des propriétés substantielles, c'est-à-dire des caractéristiques qui font ce qu'est cette classe politique. Et puis, il y a des critiques du point de vue des performances des élus politiques, des responsables politiques. Alors, la critique sur les propriétés substantielles, c'est la distance. Ils sont différents de nous. Ils sont une classe différente de nous. Et la critique concernant les compétences ou les performances, c'est tout simplement, ils ne tiennent pas leurs engagements. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Vous voyez que c'est deux critiques très différentes, mais qui se cumulent et qui font qu'il y a une vision très négative de nos élus, de nos responsables politiques. Je laisse tomber, je passe sur les questions de qu'y a-t-il derrière ce sentiment que les promesses ne sont jamais tenues. Ça nous amènerait très loin. Donc là, ce n'est pas l'objet du cœur de ma conférence, donc je suis obligé de passer dessus. Mais on pourra y revenir si vous le souhaitez dans la discussion. D'une certaine manière, les électeurs du RN sont les plus critiques en termes de défiance et en termes d'insatisfaction de leurs conditions de vie, de ne pas être respectés, etc., etc. C'est pour ça que je trouve important, enfin c'est une des raisons pour lesquelles c'est important de réfléchir à partir des enquêtes sur cet électorat comme symptôme donc, et accélérateur de la crise démocratique. Alors quelques mots, donc c'est le point suivant. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces électeurs? Et là je m'appuie principalement, il y a énormément de livres qui sont parus depuis 10-20 ans sur les électeurs du RN. Je ne vais pas vous faire une biographie, mais elle est énorme, y compris au cours de l'année 2024. Il y a plusieurs livres qui ne disent pas exactement la même chose, mais qui permettent de mieux comprendre ces électeurs. Mais moi je m'appuie principalement donc, sur le livre de Félicien Faury, qui est paru, je crois, à la Découverte, au printemps 2024, juste avant les élections législatives, et qui a fait une très belle enquête ethnographique, qualitative, surtout avec des entretiens et des observations, dans une ville moyenne du Sud-Est, donc pas loin d'ici. Et qui nous dit un certain nombre de choses qui, à mon avis, tiennent la route et qui sont très solides. Alors, avant d'en venir à cette enquête, je vais peut-être... non, ça va, je suis dans les temps. Le FN a été créé en 1972. Ses premières percées électorales interviennent au début des années 80 sous un gouvernement de gauche. C'était Mitterrand, le président. Juste entre 72 donc, et le début des années 80, il n'y a pas de percée électorale, ça reste insignifiant comme vote. Et tout d'un coup, dans un premier temps, les électeurs qui se tournent vers ce qui s'appelait encore le FN venaient plutôt de la droite et des classes privilégiées. Ça a été étudié ça aussi très bien par Nona Meyer. Par exemple, en région parisienne, à Paris, c'est les beaux quartiers qui vont voter Le Pen en 2000, notamment aux élections européennes de 1984. Il faut que je fasse attention à ne pas me mélanger dans les dates. Et puis après, il y a des changements très importants. Dans les années 90, on voit affluer, en parallèle avec la montée quantitative de ce vote, qui va se faire régulièrement et par paliers. Vous vous souvenez, 2002, Jean-Marie Le Pen présent au second tour, c'est bien ça, 2002. Donc ça veut dire qu'il atteint les 20%. Là. Donc montée quantitative et changement qualitatif dans le profil sociologique des électeurs du FN, avec un recrutement nettement plus populaire et des origines électorales variées dans ce deuxième temps.
mais avec une caractéristique qui reste encore une caractéristique singulière, mais qui s'affaiblit, hein, parce que l'électorat a beaucoup progressé quantitativement et s'est beaucoup diffusé maintenant dans les classes aisées. Mais dans les années 2000-2010, ça reste un électorat très marqué par sa composante populaire et peu diplômé. Le niveau de diplôme est le premier prédicteur, disent les politistes, d'une probabilité de vote RN. C'est-à-dire FN puis RN, c'est-à-dire moins on a de diplôme, plus on s'abstient ou on vote RN. C'est intéressant de voir que c'est dans les mêmes catégories, souvent, que soit on s'abstient, soit on bascule vers le vote d'extrême droite. C'est pour ça que c'est deux signes, deux expressions de cette crise de notre démocratie, de la maladie de notre démocratie. Oui. Par exemple, aux législatives de 2024, quand je disais extension de ce vote dans des catégories intermédiaires ou supérieures, y compris diplômés, les professeurs des écoles ont voté à 20% RN, pour ceux qui se sont exprimés. Hein. Donc il faut toujours enlever une partie de l'électorat qui s'abstient ou qui vote blanc éventuellement, pour dire que c'est un peu plus faible en termes d'électeurs ramenés à la totalité de la population des instituteurs, institutrices. Mais ça veut dire qu'on est quand même entre 15 et 18%, hein, ce qui est énorme. Si on se ramène, en tous les cas, sans jugement de valeur, hein, mais si on se rapporte à la situation du début de la percée du Front National. Alors, comment les représentations xénophobes, sinon racistes ou racisantes, hein, là il faudrait faire des distinctions sémantiques qui ne sont pas négligeables, parce qu'on va peut-être trop souvent vite en besogne. Hein, la xénophobie, c'est la peur ou la haine de l'étranger. Le racisme au sens strict, c'est la théorie de l'inégalité entre les races. Mais le racisme qui s'est diffusé dans notre société depuis quelques décennies, ce n'est pas nécessairement des représentations inégalitaires des races telles qu'elles sont perçues, ou des ethnies, parce que le mot race est évidemment extrêmement problématique. Hein. Les sociologues parlent de processus de racisation, et non pas de race comme ça. Hein. C'est-à-dire, c'est quoi un processus de racisation? C'est le fait que des groupes sociaux sont perçus comme faisant partie d'un groupe de race particulière. Hein. Donc c'est pour ça qu'on parle de racisation, même si du point de vue scientifique, les races n'existent pas. Hein. Par contre, il existe des groupes sociaux, ethniques, avec des origines, des pratiques culturelles, voire religieuses, qui peuvent être racisés, c'est-à-dire enfermés dans une catégorie de race. Hein, vous voyez bien la différence. Donc, quand il y a des propos de type raciste, entre guillemets, qui sont tenus par des groupes ou des individus, c'est souvent pas nécessairement associé à une vision inégalitaire. C'est plutôt ces gens-là, perçus comme étrangers, même s'ils sont français depuis 3 générations, ils seraient mieux ailleurs que chez nous. On est chez nous. C'est le slogan central de l'extrême droite. On est chez nous, il y a des gens qui ne sont pas chez eux ici, ils ne sont pas légitimes à vivre sur notre territoire parce qu'ils sont perçus comme étrangers. D'accord? Ils ne le sont peut-être pas. Hein. Très souvent, ils ne le sont pas parce que, comme je dis, ils sont souvent français de nationalité française depuis 1, 2, 3, voire 4 générations. Ça peut s'éterniser, ces processus de racisation. Hein. Avant de rentrer dans les processus plus concrets, hein, qui amènent un certain nombre d'électeurs à basculer ou à voter RN, quand même quelques points de repère. Il y a des enquêtes très sérieuses, très régulières, qui sont faites notamment à l'initiative de la Commission nationale consultative pour les droits de l'homme, hein, qui permettent de voir en longue durée l'évolution des représentations par rapport aux étrangers. Qui interroge carrément la population sur la question du racisme.
En gros, on a 20 à 25% en moyenne de la population qui se dit dans ce questionnaire un peu raciste ou franchement raciste. Bon, pas de commentaire, c'est un constat dans l'enquête, mais ce pourcentage est à plus de 50% chez les personnes qui se déclarent proches de l'extrême droite. Il y a donc une corrélation, sinon une causalité, entre se définir comme proche de l'extrême droite et, par ailleurs, afficher froidement dans un questionnaire, s'auto-afficher comme un peu ou beaucoup raciste. Autre indicateur, parmi les 16 sujets proposés au sondé par l'Institut Ipsos à la sortie des urnes aux élections européennes, dans l'ensemble de l'électorat, l'immigration arrive comme préoccupation en deuxième position, la préoccupation immigration apparaît en deuxième position derrière la préoccupation pouvoir d'achat, mais juste derrière, et devant la protection de l'environnement, loin derrière. Mais chez les électeurs de droite et d'extrême droite, le poids du sujet immigration est encore plus fort et est devant. Et dernier indicateur, dans les législatives de 2024, interrogés sur le problème dont vous tiendrez le plus compte au moment de voter, les électeurs et les électrices du RN sont les seuls pour qui l'immigration surclasse toutes les autres préoccupations. Voilà. Je dis tout de suite que, puisqu'on a beaucoup parlé du sentiment de submersion migratoire ces derniers jours, objectivement, toujours par rapport au même baromètre du CNDH, loin d'augmenter le sentiment qu'il y aurait trop d'immigrés en France, c'est le leitmotiv du RN et puis de plus en plus de gens de droite, a baissé de 20 points par rapport au pic du milieu des années 2012-2013. C'était à l'époque 3 sondés sur 4 qui disaient il y a trop d'immigrés en France. Ça a baissé depuis, ça a peut-être remonté dans la toute dernière période, mais seuls les sympathisants du RN restent arc-boutés sur ce sentiment. Entre 95 et 100% de ces sympathisants disent qu'il y a trop d'immigrés ou d'étrangers en France. On y reviendra parce que j'ai sous le coude une enquête qui montre que ce sentiment est loin d'être évident. Il y a au contraire des enquêtes qui montrent que, interrogés plus précisément sur la tolérance et la capacité d'accueil des étrangers de différentes origines, les résultats des enquêtes sont beaucoup moins préoccupants que ce que je viens de dire. Donc, méfiez-vous, toujours, méfiez-vous des sondages et de leur instrumentalisation. Mais ce qu'apporte l'enquête de Félicien Faury par rapport à une approche classique de la question où on va segmenter et séparer les différentes motivations d'un vote. Il dit toute la question, c'est de voir comment ces différentes motivations s'articulent pour donner sens à un vote. Or, la spécificité des électeurs du RN, c'est que des préoccupations qui sont très, très partagées dans les différentes catégories d'électeurs, comme celle du pouvoir d'achat, le sentiment de déclassement, la critique des services publics qui ne rendent plus les services attendus, etc., les difficultés de logement, tout ce qu'on peut imaginer comme motif d'un vote et comme motif d'insatisfaction, tous ces motifs s'articulent autour d'un motif qui donne sens à l'ensemble, c'est-à-dire c'est la faute aux étrangers, c'est la faute aux assistés. C'est-à-dire il y a des gens qui ne sont pas légitimes à bénéficier de la solidarité nationale et de la protection sociale et des services publics. Donc c'est ça le nœud de l'affaire. Et il le démontre de manière assez magistrale en prenant différentes questions. Par exemple, une question centrale dans la structuration des votes, c'est la perception des injustices et de la redistribution, qui est souvent présentée comme fonctionnant à merveille en France, avec notre modèle social merveilleux qui permet une redistribution, ce qui ferait qu'il y aurait moins d'inégalités de richesse dans notre pays qu'ailleurs.
Et bien sur cette question, les électeurs du RN souffrent aussi de ce qu'ils perçoivent comme une injustice dans la redistribution des richesses. Mais cette perception est complètement prise dans l'opposition entre ceux qui sont légitimes à percevoir des aides diverses et variées, que ce soit sous forme d'aide sociale ou d'accès aux services publics, c'est-à-dire les producteurs, les Français qui travaillent, et puis ceux qui ne sont pas légitimes à percevoir ces aides sociales et accéder aux services publics, c'est-à-dire, en gros, les étrangers. Et c'est le même mécanisme qui fonctionne à propos de la question du logement. Hein. Et il explique bien, en ayant pris comme laboratoire d'observation notre région, hein, où les questions, vous savez, de logement et d'inégalité sociale par rapport au logement sont très très vives, hein, avec de fortes inégalités, avec une forte spéculation foncière et immobilière, qui fait que les électeurs qu'il a rencontrés, ils se plaignent à la fois de l'arrivée de gens du Nord, parisiens par exemple, aisés, qui investissent certains quartiers et qui font monter les prix, et puis de l'autre côté, ils sont pris en sandwich, donc entre ces gens-là, et puis des pauvres, des immigrés, dont ils ont le sentiment qu'ils dévalorisent la valeur de leur logement. Hein. Donc la crise du logement est interprétée toujours au travers de cette grille de lecture qui oriente le ressentiment et la colère contre finalement les plus pauvres, les plus précaires, ceux qui ne sont pas légitimes à être présents sur le territoire. Okay. Alors ensuite aussi, il y a un très beau chapitre sur la question de la religion et de l'islam. La perception évidemment racisante et xénophobe est très polarisée contre la religion musulmane et les praticiens et les pratiques liées à la religion musulmane, parce qu'elle est dérangeante et à partir du moment où elle est trop visible, elle est dérangeante et illégitime. Hein. Elle vient fragiliser la position du Français chrétien qui considère qu'à partir du moment où ces pratiques religieuses différentes dérangent et ne sont pas légitimes, on n'est plus chez nous puisqu'il y a ces pratiques. Et je passe sur le fait qu'évidemment, depuis quelques années, avec les attentats, le rapprochement entre islam et terrorisme est très rapidement fait. Hein. Entre islam et menaces terroristes, il est rapidement fait. Voilà, je vais conclure en 5-10 minutes, hein, surtout pour ouvrir un débat sur la question de la reconfiguration actuelle du capitalisme avec les progrès du libertarianisme, hein, qui n'est pas le néolibéralisme, mais qui est l'enfant du néolibéralisme. C'est quoi le libertarianisme? C'est une idéologie, une philosophie politique qui s'est développée aux États-Unis dans les années 80, elle aussi, ou les années 70. Alors là, je cite Wikipédia, qui peut être utile, sauf qu'il y a un mot là qui me pose problème dans leur définition. Un groupe de théories qui donne une priorité stricte à la liberté, au droit naturel, mettant l'accent sur la liberté de choix, l'individualisme, l'association volontaire sur des valeurs telles que l'autorité, la tradition, et ils ajoutent l'égalité. Alors, il me semble que c'est justement la grande question, c'est que l'égalité, elle n'est pas dans l'univers libertarien. Et j'en dirai un mot tout à l'heure. Donc, un parti libertarien a été créé aux États-Unis dans les années 70 et M. Milei, élu en Argentine en 2023, est le premier chef d'État sans revendiquer, un premier chef d'État avant Trump. Cette idéologie libertarienne s'accompagne d'un discours populiste contre les élites corrompues. Mais en fait, d'élite, il s'agit de promouvoir une nouvelle élite. On ne peut pas dire que les milliardaires qui entourent Milei et Trump ne font pas partie d'une élite. Ce serait extraordinaire de le nier. Mais c'est une nouvelle élite dont le but n'est plus simplement de réduire la voilure de l'État, comme au temps du néolibéralisme de Reagan, mais de déconstruire systématiquement l'État
au profit d'un pouvoir présidentiel aux dérives potentiellement arbitraires, et j'ajouterais au profit d'un système privé qui n'a plus de limite, hein, qui ne connaît plus aucune limite. Cette idéologie est bien portée par Trump, par les extrêmes droites et une partie de la droite, en même temps que par les milliardaires des technologies numériques, incarnés par Musk. C'est le personnage qui incarne ce lien organique entre une fraction du capital, le capital numérique, celui de la Silicon Valley aux États-Unis, et le nouveau pouvoir d'extrême droite trumpiste. Les oligarques libertariens de la Silicon Valley soutiennent Trump et rêvent de territoires affranchis des taxes, des réglementations, de la redistribution et de la solidarité. Le droit, les lois, l'État sont devenus des obstacles à leur logique prédatrice qui ne connaît plus que le rapport de force. Je crois qu'on en a eu un exemple vraiment sidérant. Il n'y a pas d'autre mot, il y a 2 ou 3 jours, avec la conférence de presse commune, entre guillemets, entre Trump, le vice-président, dont j'ai oublié le nom, Garance, et ce pauvre, Zelensky, où il y aurait toute une analyse en termes d'image et de sciences de communication à faire de cette séquence pour montrer comment un rapport de force est mis en scène, un rapport de force pur est mis en scène. Alors pourquoi cette montée du libertarianisme ? Là, je vais citer des articles de presse, mais qui sont des articles fouillés, qui m'aident à réfléchir ces derniers temps. Par exemple, Romaric Gaudin, qui est une des grandes plumes de Mediapart, en décembre 2024, qui déclare « Le néolibéralisme a échoué. Les grandes lignes des politiques menées depuis les années 80, mondialisation, financiarisation, répression sociale, ont toutes montré leurs limites sociales, écologiques et politiques. Mais cet échec ne signifie pas la fin de la contre-révolution en faveur du capital. Ce qui se dessine ressemble à une accélération de ce phénomène avec l'émergence d'une alternative libertarienne. Le néolibéralisme considère que le rôle de l'État est de garantir sa neutralité de l'État sur les marchés pour qu'il fonctionne bien et qu'il s'étende à des secteurs plus nombreux. Le courant libertarien, qui défend la supériorité absolue du marché en tant qu'institution sociale sur l'État, le néolibéralisme et le libertarianisme expriment en même temps des intérêts de 2 fractions distinctes du capital. La première, le néolibéralisme, qui n'a pas disparu, c'est le capital qui souhaite une régulation de la concurrence. Et la seconde, c'est la fraction rentière du capital qui est en position de monopole et donc qui peut bénéficier d'une rente. Et c'est aujourd'hui le capital numérique, en même temps que celui de la finance. Voilà, donc la question est posée de ce basculement en cours entre le capital, on va dire classique, qui a besoin d'une concurrence, qui a besoin de régulation du marché, et puis un nouveau capital qui veut faire sauter toutes les digues et qui est une forme de retour au capitalisme des origines. Il y a eu aussi dans la presse des articles qui montrent qu'il y a aujourd'hui dans le monde plus de 5000 zones qui sont des zones franches en fait, des zones dans lesquelles le droit ne s'applique pas, et dans lesquelles le capital peut se déployer en toute liberté, sans tenir compte d'impôts, sans tenir compte de lois, etc. etc. Il y a 500 zones comme ça. Et évidemment, ces 500 zones disséminées au travers de toute la planète tirent vers le bas les régulations économiques classiques du capitalisme. Et donc l'aspiration de cette fraction du capital libertarien, c'est que l'ensemble de la planète fonctionne comme ça. Et c'est évidemment très très inquiétant, parce que c'est une logique donc, de prédation pure et simple, non régulée par tout ce que sont les acquis, on va dire, depuis des siècles de régulation du capitalisme, et qui débouche sur une logique de guerre. Rapport de force pur, guerre. Et vraiment, c'est les bruits de bottes qu'on est obligé d'entendre aujourd'hui, et qui évidemment ne sont pas réjouissantes. Voilà, mais je pense que le débat est ouvert et qu'il faut absolument qu'on réfléchisse
De toute façon, on va être obligé. Le débat politique dans les semaines et les mois qui viennent vont amener à un débat, par exemple, sur le budget des armées. Hein. Jusqu'où faut-il augmenter le budget des armées? Par quel outil d'emprunt ou d'emprunt populaire? Hein. J'entendais quelqu'un à la télévision prôner, par exemple, un appel à l'épargne populaire pour soutenir les investissements dans les armées. Mais en même temps, bon, c'est très inquiétant parce qu'on sait très bien que quand on produit des armes, c'est pour les utiliser. Hein. Voilà. Alors, il y a un collègue aussi que vous connaissez pour certains, puisqu'il a parlé en début de l'année à l'IEP, c'est Roger Martelly aussi, qui a produit 2 ou 3 articles sur la question du trumpisme et du libertarianisme, et qui a analysé le discours de Milley à Davos. Hein, vous savez qu'au Forum économique annuel de Davos, le président argentin a développé tout un discours, de même que le vice-président américain a développé tout un discours extrêmement critique par rapport aux valeurs européennes quand il est venu à Munich, hein, il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours, 3 semaines peut-être. Et donc on a là des morceaux de discours libertariens qu'il est important d'étudier pour voir de quoi ils sont porteurs. Et d'après Roger Martelly, ce sont des discours qui sont porteurs d'un retour, d'une régression en amont même de la période des Lumières. Hein, parce que, avec la question des Lumières, c'est la promotion de la raison. Ces gens-là sont très très loin de la raison et de la science. Ils détestent la science. Vous voyez ce que Trump est en train de faire en ce moment aux États-Unis. Il y a une pétition qui circule, que j'ai signée aujourd'hui, pour la défense des libertés académiques aux États-Unis, hein, puisqu'on a des tas de collègues qui sont en grande difficulté s'ils veulent continuer à travailler sur l'écologie, sur le climat, sur la question du féminisme ou de l'antiracisme. Ils vont perdre leurs moyens de travail avec Trump. Hein. Et au-delà de ça, apparaît même, et très bons articles qui sont publiés là-dessus, dans le discours de ces gens-là, de Trump notamment, il y a un langage fasciste, c'est-à-dire un langage de dénégation de la réalité, hein, c'est la promotion du langage alternatif. Il y a des mots qui deviennent interdits et sanctionnés par le pouvoir politique. Donc c'est extrêmement grave, c'est un retour d'avant les Lumières qui ont quand même accouché à leur manière de ces très belles idées, qui sont à la fois l'idée d'égalité des droits et de démocratie, et qui sont indissociables. Hein, qu'est-ce que c'est que la démocratie, sinon la reconnaissance que tous les membres d'une collectivité sont égaux en droit pour décider de l'organisation de cette collectivité. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Or, dans un tel contexte, vous voyez bien que c'est 2 idées qui sont balayées. Hein, voilà, je ne dis pas avec gaieté, je ne dis pas joyeusement, parce que c'est extrêmement préoccupant. Et je crois que je n'ai pas beaucoup plus de choses à dire, puisque je pense avoir dit l'essentiel. Après, la question va se poser de comment on peut envisager de réagir individuellement et collectivement par rapport à cette monstruosité, hein, qui est non seulement présente au pouvoir de l'autre côté de l'Atlantique, mais qui est à nos portes dans notre belle France. Voilà, je vous remercie. Alors, vous avez un micro, ouais. si vous le souhaitez, oui, si vous voulez, hein, je veux dire, vous déplacer pour poser une question, sinon j'essaye de... Alors, on fait la règle des 3, on prend trois questions. Moi, j'aime bien. Voilà. Le conférencier étant maître, donc, comme il aime bien, Maintenant, s'il n'y en a que 2, on n'en prendra que 2. Est-ce que vous avez des questions? Vous m'entendez? Oui. Je vous ai peut-être un peu assommé. Non? Oui, Chantal. Non, mais je vais essayer de parler fort. Il y a quelque chose qui m'interpelle un peu quand tu as parlé de classe sociale par rapport au vote RN. Et moi, c'est une chose. Il y a, mais ce qui me gêne aussi, c'est le vote des jeunes et le désintérêt des jeunes pour toutes les questions politiques, pour avoir effectivement, comme tu le disais, distribué dans la rue des choses concernant les dernières élections. Le nombre de jeunes qui me répondaient qu'ils n'en avaient rien à faire,
ou qui étaient vraiment RN. Ça m'a vraiment interpellée. D'accord. Ils sont actifs sur le marché, Autre question? Surtout sur le marché? sur le grand marché le samedi. Oui, Muriel. Oui, moi j'ai trouvé très intéressant tous tes développements sur le libertarisme, bon, ce qu'on voit comme émerger avec Trump à l'œuvre. Maintenant, Trump est Vance, parce que lui, il ne faut surtout pas l'oublier. Mais si tu veux, il me semble que ça ne répond pas à la question de la montée depuis 10-15 ans. Hein, du RN, tu n'as pas parlé du toilettage justement en fait du FN au RN, d'accord. Une autre chose qui m'a un peu gêné, c'est que quand tu as parlé du problème avec la religion musulmane, tu as dit ceux qui sont contre, c'est les catholiques. Non, excuse-moi, il me semble qu'il est important de prononcer le mot laïque quand même. Hein, et justement, est-ce que la laïcité, on pourrait se poser la question par rapport à ça, est-ce que la laïcité est un des piliers de la démocratie telle qu'on la comprend nous, ou est-ce qu'il faut eh bien, que chaque religion prenne les usages qu'il veut bon, voilà, ce qui est interdit par telle religion devient interdit, et puis chaque religion... voilà. C'est aussi une question, et je pense que c'est une question assez grave parce qu'on a des gens d'extrême droite qui du coup se présentent comme les défenseurs de ce qui a été, quand tu as parlé des Lumières, un idéal des Lumières, c'est-à-dire la laïcité. Voilà. Et là, du coup, eux, ils en deviennent les défenseurs parce qu'il n'y a pas de réponse à ça. Enfin, il n'y a pas de réponse articulée en tout cas par la gauche, ni par la gauche. Et cette question de la laïcité est liée. Et quand on voit Trump, eh bien, c'est In God We Trust, d'accord, appuie sur toutes les églises les plus réactionnaires qui soient dans le milieu protestant, hein, au nom de la grandeur des États-Unis, de ce qui fait, voilà. Et les laïcs, ils sont presque interdits maintenant aux États-Unis. Voilà. Comment percevez-vous la convergence entre les positions politiques de la Russie de Poutine et des États-Unis de Trump? Je dis convergence pour ne pas dire collusion, mais je penserais plus vers une collusion. Merci pour ces questions-là qui sont vraiment très importantes et passionnantes. Alors je vais essayer de les prendre dans l'ordre. La première, la plus facile, c'est... Oui, non, c'est normal, je n'avais pas branché le micro. Excusez-moi. Je vais faire dans l'ordre. La première est la plus facile. Sur les jeunes, d'abord, depuis que je suis sociologue, et donc ça fait très longtemps qu'on sait que les jeunes, ça c'est un processus quasiment naturel, mettent du temps à rentrer dans une citoyenneté active, hein, c'est-à-dire qu'ils... Aujourd'hui, l'âge légal, c'est 18 ans. Donc, entre 18 et 25 ans, il y a d'abord beaucoup de jeunes qui sont soit non inscrits, soit abstentionnistes. Hein. Et donc, quand on apprécie, hein, c'est ce qu'on rencontre quand on discute sur les marchés ou au porte-à-porte avec des jeunes, on a la première impression, c'est que le désintérêt, le fait qu'ils sont encore très loin, et peut-être qu'ils seront toujours relativement loin de la politique, puisque j'ai expliqué que tout ce qui construisait nos repères politiques, notamment la différence entre la gauche et la droite, c'est un peu ébranlé. Donc c'est compliqué aujourd'hui, quand on est jeune et qu'on a dit entre 18 et 25 ans, par exemple, de se repérer dans cette vie politique officielle. Deuxièmement, donc, ça veut dire que quand on regarde les sondages sortis des urnes, comment ont voté en pratique les jeunes, il faut toujours relativiser. Par exemple, si on voit un score plus important de l'extrême droite chez les jeunes, ce qui peut être le cas, hein, et en particulier, j'ai regardé, il y avait une comparaison très intéressante par Luc Rouban
qui est un politiste qui travaille sur les comportements électoraux, il y avait une comparaison entre les électorats d'extrême droite en France, en Italie et en Allemagne. Par exemple, en Allemagne, le vote pour l'extrême droite a été très fort chez les jeunes, notamment chez les jeunes garçons. Alors en plus, il y a la différence de genre qui joue de plus en plus dans la question du rapport à l'extrême droite, au féminisme, au masculinisme, etc. Il y a des choses très, très importantes qui se jouent à ce niveau-là. Je referme la parenthèse. Donc par exemple, si vous avez, c'est ce que font très rapidement les journalistes en général, dire 30% des jeunes ont voté RN, non. 30% de ceux qui se sont exprimés, qui sont inscrits, qui se sont exprimés. En fait, il faut ramener ça beaucoup plus bas, compte tenu du fait que c'est là qu'on est le moins inscrit et qu'on vote le moins. Mais cette caractéristique, j'allais dire, traditionnelle des jeunes qui mettent un certain temps avant de rentrer dans une pleine citoyenneté, en étant complètement adultes et insérés dans la société, c'est-à-dire de plus en plus tard, par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les années 60, par exemple, je reporte très, très loin en arrière, eh bien, ça s'est beaucoup accentué, ce phénomène de différement dans l'installation, dans un vote régulier, exprimé régulier. Et concernant ceux qui s'expriment, la petite minorité des jeunes, en particulier 18-25 ans, qui votent, qui ont voté dans les derniers scrutins, qu'est-ce qu'on constate? Effectivement, une surreprésentation, je crois, légère du vote RN, une surreprésentation aussi du vote, je ne dirais pas d'extrême gauche, parce que ce n'est pas l'extrême gauche, mais du vote LFI, par exemple. Voilà. Alors, la deuxième question est plus délicate. J'étais beaucoup trop rapide en faisant allusion au catholicisme. En fait, c'est pas ce que dit Félicien Faury. Peut-être qu'en creusant, en tous les cas, c'est une thématique qui est en arrière-plan des stratégies discursives de l'extrême droite. Au fond, l'Europe chrétienne, quand même, les racines chrétiennes de l'Europe, c'est un discours quand même qu'on entend du côté de la droite et de l'extrême droite depuis un certain temps. Et je pense, parce que j'ai, dans mon bref exposé sur le vote RN, je n'ai pas eu le temps de l'expliquer, mais c'est un choix que j'ai fait faute de temps, j'ai pris la question du côté des comportements électoraux, du sens du vote, alors qu'il y a tout un travail à faire sur comment ce vote est construit par l'offre politique du RN. Quelles sont les thématiques qui sont mises en avant, etc., etc. Là, j'ai plutôt pris la question du côté de ce qu'on appelle un peu bêtement la demande. J'aime pas cette métaphore du marché pour parler de la politique et des élections, comme s'il y avait une offre et une demande en face, mais il faut comprendre les deux faces de la médaille. L'offre politique, le discours, le programme, etc., les pratiques du personnel politique, en particulier ici du RN, et la manière dont les électeurs y répondent. Donc j'ai mis l'accent sur la manière dont ils répondent. Donc j'enlève la référence effectivement au catholicisme parce que ce n'est pas ce qui apparaît dans les entretiens réalisés par Félicien Faury. Ce qui apparaît, encore une fois, c'est que la focalisation sur la critique de l'islam se fait au nom du fait que ce sont des pratiques religieuses trop visibles. De même que le bon étranger, le bon immigré, c'est celui qu'on ne voit pas. Et souvent, d'ailleurs, les gens citent les Asiatiques comme le modèle de l'intégration invisible. Mais l'étranger dont on voit un peu trop les pratiques religieuses et culturelles dérange. Et dérange parce qu'elles ne sont pas perçues comme légitimes. Attends, j'ai pas fini, Muriel. Mais j'allais y venir. Le musulman est invisible, c'est que les femmes voilées, effectivement... Je parle de l'enquête de Félicien Faury. Et il parle très peu, les électeurs du RN mettent très très peu, ou pas du tout en avant, la question du statut des femmes différenciées dans les différentes religions, très peu. Je suis désolé, c'est son enquête. Mais je suis d'accord avec toi que ça pose problème, et je vais revenir à la laïcité. Tu as raison de dire que la laïcité aussi, ça vient quand même en droite ligne des Lumières, mais je pense qu'il y a, effectivement, je suis d'accord avec toi, à la fois une instrumentalisation et une réduction et une instrumentalisation d'une certaine idée très étroite de la laïcité par la droite et l'extrême droite, qui permet de disqualifier quand même
par exemple, un certain nombre qui débouchent sur la revendication de supprimer toute présence du voile dans l'espace public, par exemple, en disant c'est ça la laïcité. Si on revient au texte fondateur de la laïcité, c'est pas du tout ça la laïcité. Donc là, il y a un vrai problème, et qui vient aussi de l'histoire coloniale française, qui vient aussi de la non-digestion et du non-travail de la société française sur le passif de la guerre d'Algérie. Il y a un vrai problème de stigmatisation de tout ce qui évoque le monde arabo-musulman. Hein. Et je dis souvent, dans les conférences où on réfléchit sur racisme et politique, racisme et extrême droite, le racisme était aussi fort dans notre société dans les années 50-60, au moment de la guerre d'Algérie. Vous n'imaginez pas comment le racisme anti-arabo-musulman était fort en pleine guerre d'Algérie. Mais il n'avait pas cette expression politique partisane, parce qu'on était dans une période d'après-guerre où le vichisme, le pétainisme, le fascisme, le nazisme avaient été disqualifiés. Il était quasiment impossible de se revendiquer de l'extrême droite justement dans les années 70. Hein. Voilà, il faut bien faire la différence entre la présence diffuse, infuse dans le pays et dans les représentations du monde et dans les représentations politiques du racisme et son expression électorale. Hein. C'est deux choses distinctes. Et ça m'amène à évoquer les travaux d'un politiste qui sont très importants, qui s'appelle Vincent Tiberg. Je n'ai pas le titre de son livre en tête, mais vous tapez Vincent Tiberg sur Internet, vous allez trouver. Parce que quelques mois après, Félicien Faury et Luc Rouban, donc Luc Rouban c'est aussi un autre politiste, qui ont publié sur l'électorat du Front National. Lui, il travaille sur des enquêtes en longue durée, c'est-à-dire sur 30, 40, 50 ans. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est un peu un pavé dans la mare. Il dit, mais ce qu'on observe sur la scène politico-médiatique, c'est très différent de ce qu'on observe dans les profondeurs de la société française quand on regarde cohorte par cohorte. Une cohorte, c'est-à-dire c'est les gens qui sont nés en gros à la même période et qui grandissent, qui vieillissent. Cohorte par cohorte, y compris chez les vieux, les valeurs de tolérance et de permissivité progressent. Alors que toute une partie du fonds de commerce quand même de l'extrême droite et de la droite, c'est la réaction à la progression de ces idées de tolérance par rapport aux immigrés, par rapport aux homosexuels, par rapport au féminisme, etc. Donc ça c'est une contribution très importante et il explique ce décalage entre la sphère politico-médiatique et les profondeurs de la société française par le fait que les jeunes en particulier, mais où toute une partie de la population ne s'exprime pas, ne se déplace pas pour voter, alors qu'elle est plutôt sur ses valeurs de tolérance. Hein. Donc c'est une contribution qui invite à ne pas désespérer, quoi. Il y a des tendances contradictoires dans notre pays. Hein. Il y a en particulier des tendances contradictoires entre l'expression politique médiatique officielle et ce qui se passe dans les profondeurs du pays, qui est plus contradictoire. Donc il y avait ensuite... Ah oui, Trump-Poutine. Alors j'ai un petit peu réfléchi à ça, notamment en lisant et puis en regardant. Il y a certains débats télévisés aussi qui peuvent être très intéressants là-dessus, très récemment. Sur quoi repose la convergence ancienne maintenant entre Trump et Poutine, puisque ça a été discuté, contesté, le soutien direct de Poutine à Trump dans la précédente élection présidentielle, par exemple. Il y a une convergence idéologique. Alors peut-être pas sur le libertarianisme au sens strict, mais il y a une conversion idéologique sur une vision très réactionnaire et très traditionnelle et très religieuse du monde. Hein. Ça, c'est sûr. Mais les collègues qui discutaient, c'était hier soir à l'émission C'est politique, je crois que c'est sur la 5, il y en a un qui a dit quelque chose de très important. D'abord, il a rappelé le fascisme historique. Le fascisme, pour lui, il y a un critère déterminant pour pouvoir parler de fascisme, c'est l'idée de révolution fasciste. Il dit, Poutine, c'est plutôt la radicalisation d'un conservatisme, d'une réaction, au sens quand on dit une réaction au sens politique du terme, les réactionnaires, les ultra-conservateurs qui veulent revenir en arrière, une certaine vision
de la Russie traditionnelle, de l'empire tsariste, etc., de la force, de la puissance. Mais effectivement, ponctuellement, idéologiquement, il y a des convergences importantes. Par exemple, l'idée de restaurer une puissance, une patrie, make America great again, et la Russie de Poutine, il y a quand même ce fantasme peut-être de restauration d'une puissance passée qui les réunit. Alors, méfions-nous et soyons attentifs. Et là moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai halluciné quand j'ai vu cette histoire de deal qui était en train d'être passé ou tenté d'être passé entre Trump et Zelensky sur des territoires pour l'extraction des minerais. Il y a toujours, puisque nous sommes toujours en régime capitaliste, il y a toujours derrière des intérêts économiques dans les jeux diplomatiques ou dans les jeux guerriers. Et là, je me suis demandé quelles étaient les convergences économiques entre la Russie de Poutine, et l'Amérique de Trump. Je suis en demande, s'il y en a dans la salle qui ont des éclairages là-dessus. Tout ce que je lis, moi, c'est qu'il y a une stratégie de Trump pour séparer un peu plus, pour séparer la Chine de la Russie, de manière à pouvoir se coltiner la Chine qui est son vrai rival. La montée en puissance de la Chine, c'est une vraie réalité, y compris sur le plan économique, sur le plan des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, etc. On sent qu'il y a un bras de fer qui se noue entre ces deux puissances-là, les États-Unis et la Chine, et que neutraliser la Russie dans ce jeu à trois, c'est ce qu'on lit en tous les cas, ce serait une option de Trump. Muriel encore. Ben oui, mais tu as le droit. Surtout qu'il n'y a pas d'autre prise de parole. Il y a peut-être, je ne sais pas, l'autre jour, j'en sais rien, c'est ça, mais quand j'ai entendu le discours de Vance qui attaquait toutes les valeurs européennes, Ouais. et qui a eu des propos, par exemple en Allemagne, comme pour dire à l'extrême droite nazifiante, n'ayez plus honte de votre passé, il a dit ça, d'accord. Je pense que là aussi, il y a une convergence à leur idéologie Trump-Poutine, c'est-à-dire une haine féroce de ce que représente l'Europe, justement, en termes de valeurs démocratiques, de valeurs morales, les transgenres, la décadence totale, n'est-ce pas, voilà, et qui les unit quand même. Hein, ils sont unis dans cette haine de l'Europe. Quand on entendait Vance, ça aurait pu être Poutine. C'était pareil. Oui, il y a un fond commun idéologique viriliste, masculiniste, antiféministe, très très puissant chez ces hommes-là. Et on voit bien les convergences idéologiques. Hein. L'Europe leur fait horreur. Oui. C'est la régulation aussi de l'Internet que l'Europe a mis en place. Alors là, du côté de Poutine, je ne sais pas. Pour l'offensive de Trump et de Vance contre l'Europe, c'est ça effectivement qu'il ne supporte pas. C'est les tentatives, peut-être encore trop timides d'ailleurs, de régulation du numérique. Hein. Ça, c'est vrai. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Il y a un enjeu économique monstrueux. On parle de milliards. Vous avez vu un peu les projets d'investissement dans l'intelligence artificielle. C'est complètement délirant. Et donc, il y a cette logique économique. Hein. C'est pour ça que je me suis permis d'insister en posant la question capitalisme et démocratie. On ne peut rien comprendre au phénomène de crise de la démocratie, de crise de la diplomatie, de montée de la menace guerrière, sans comprendre les intérêts économiques qui sont en arrière-plan. Et ça, bon, ce serait peut-être bien, l'an prochain, d'inviter un spécialiste des rapports économiques mondiaux aujourd'hui. Moi, je suis incompétent là-dessus pour vous en dire plus. Hein. Oui, moi, j'aimerais profiter, après je vous donne la parole à tous les deux. Vous m'entendez? Oui. Oui, par rapport à la démocratie, puisqu'on a utilisé le mot démocratie à plusieurs reprises. Je vous invite à lire cet ouvrage, Démocratie, histoire politique d'un mot. C'est une thèse de doctorat où il compare les deux révolutions, américaine et française, et il montre comment la démocratie était à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, un mot plutôt grossier. Hein. Alors pour quelle raison je dis ça? Parce que
on a accepté, je pense tous, le fait que la démocratie était représentative. Et lui, il explique que la démocratie représentative est là pour éloigner la population des décisions publiques. Et moi, je pense que ça fonctionne très bien. Si vous prenez simplement les chiffres des élections de nos élus, ceux de la région, de nos villages, de nos villes, etc., vous verrez qu'entre 70 et 80% de la population ne vote pas pour eux. Et je parle uniquement des inscrits. On a vu ici qu'il y avait des personnes qui étaient mal inscrites ou pas inscrites. Donc on a accepté, en fait, d'avoir des représentants qui ne représentent que 10-20% de la population, alors que 80% des gens n'ont pas voté pour eux. Donc ça, moi, il me semble que, moi en tout cas, ça me choque, et ça devrait être dénoncé à chaque élection. Ce n'est jamais dénoncé. On dit toujours qu'il y a un vainqueur, une majorité, mais on ne dit jamais qu'il ne représente qu'une infime partie de la population. Ensuite, j'ai pris cet exemple-là, puisque je suis tombé dessus, Aix, le MAG, pour vous montrer comment la règle fonctionne. Alors, vous l'avez tous, si vous habitez à Aix. Alors, je ne dénonce pas ce magazine-là. Si moi je prends le mien dans mon village, ou si vous allez dans notre ville et village, c'est exactement la même chose. Là, il fait 45 pages. Celui de janvier, il fait 85 pages. Sur les 85 pages, vous avez une page réservée à l'opposition. C'est la règle, ça on ne peut pas faire autrement. Donc, vous imaginez bien que, est-ce qu'on est en démocratie lorsqu'on permet à l'opposition de s'exprimer sur une double page, alors qu'il y a 45 pages, voire 80 pages qui sont destinées, on ne peut pas dire que ce n'est pas politique, puisqu'il y a à peu près... Parce que la maire d'Aix, mais moi, si je prends mon village, c'est le maire, et pratiquement sur toutes les photos, il explique sa politique, il explique ce qu'il fait. Donc, est-ce qu'on est en démocratie? Moi, il me semble qu'on avait montré avec André Kohlberg qu'on n'était pas en démocratie. Donc, moi, je me demande pourquoi on continue à dire qu'on est en démocratie alors que l'on ne l'est pas. Et quand on prend les chiffres des élections, on voit bien que ces personnes ne nous représentent pas. Et donc, elles sont élues par une infime partie de la population. Et lui, ce qu'il dit, c'est que la vraie démocratie, c'est le tirage au sort. Le tirage au sort, et moi, je ne serais absolument pas choqué que l'Assemblée nationale soit un tirage au sort rééquilibré, c'est-à-dire comme une convention citoyenne, c'est-à-dire que si le sort fait en sorte qu'il n'y ait que des hommes blancs de 50 ans, mais effectivement, il faudra rééquilibrer par rapport à la population qui n'est pas celle-là en France. Mais vous voyez, là, le seul moyen de pouvoir représenter réellement la population, c'est de tirer au sort, et puis que ça tourne comme on le fait pour les jurés populaires dans les cours d'assises. Voilà ce que je voulais rajouter et questionner Paul sur cette question de la démocratie qu'on a acceptée. Volontiers. Volontiers. Mireille, tu avais une question? Moi, ce qui me fait peur au niveau des jeunes que je fréquente, c'est qu'on ne lit plus du tout. On ne Ils ne lisent plus. Oui. Certaines populations ne lisent plus. Par contre, tout ce qui arrive sur leur portable, ils le prennent pour argent comptant. Pas d'esprit critique. C'est dit, donc ça ne peut être que vrai. Et ça, c'est quand même assez inquiétant. Et après, une question. Oui. Kohlberg, lors de son intervention sur la montée du nazisme, a bien mis en évidence le ressentiment comme cause profonde de modification de l'histoire. Et là, on est un peu dans la même figure. Ces masses populaires qui étaient pivots dans les années 50, 60, à partir des années 70, ont été ont été déclassés, abandonnés en particulier par les partis de gauche. Et ils n'avaient plus personne, ils sont jetés dans les bras de ceux qui les accueillaient. Oui. Donc il y a un ressentiment qui travaille la société. Tout à fait. Je voulais revenir à la question de Jean-Michel. J'aime bien ta radicalité qui dit là il y a démocratie, là il n'y a pas démocratie. Mais bon, entre une démocratie de représentation malade et bancale et une dictature pure et dure, il y a toute une gradation. Mais tu as raison sur un point essentiel, qui est une vieille question, c'est-à-dire qui nous représente. L'abbé Sieyès, qui est un des constituants, qui représentait le clergé, mais qui était en faveur de la Révolution française, il déclarait, le 7 septembre 1789, vous vous en souvenez tous, c'est pour l'utilité commune, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intérêt général, l'utilité commune, c'est le langage de l'époque, que les citoyens nomment des représentants bien plus capables qu'eux-mêmes de connaître l'intérêt général et d'interpréter à cet égard leur propre volonté. Donc, dans la conception bourgeoise de la démocratie, il y a les compétents et les incompétents. Les compétents, c'est plutôt les gens éduqués, les gens privilégiés qui
ont un détachement par rapport aux contingences du quotidien, qui ne sont pas dans l'émotion, qui sont dans la raison. Le peuple est du côté de l'émotion, des affects, il est incontrôlable, on s'en méfie. Donc il faut que le peuple délègue à des gens qui sont plus compétents et plus capables que lui les grands choix politiques, le vote des lois. Et donc ça conduit à la situation dans laquelle on est. Mais c'est une situation, je n'ai pas cité, mais pour moi, une des fractures, par exemple, dans l'histoire politique française récente, c'est le refus de tenir compte du vote du référendum sur le traité constitutionnel européen de 2005. Hein. C'est-à-dire, à partir du moment où les choix majoritaires sont pas... on n'en tient pas compte, ça provoque évidemment une démobilisation électorale. À quoi bon voter ? À quoi bon voter ? Mais sans aller jusque-là, donc cette vieille question du décalage, quoi, de la dépossession, hein, puisque voter pour quelqu'un, voter pour un parti, quelque part, c'est remettre son pouvoir. Donc c'est se déposséder de son pouvoir, hein, pour le mettre dans les mains de quelqu'un, d'autres personnes. Et cela dit, on atteint un degré tel que c'est contesté. Hein, tu dis, on accepte que... Mais les Gilets jaunes, c'était quoi ? C'était tout sauf l'acceptation de ça, justement, la revendication centrale. Alors j'ai expliqué dans ma conférence sur le populisme que le référendum, c'était discutable, hein, c'était pas un outil miracle non plus, parce que le référendum, il simplifie la question, il n'y a pas beaucoup d'alternatives, et il édulcore la délibération citoyenne, le référendum. Ça peut être intéressant, par exemple, et ça a été très intéressant pour désigner une convention citoyenne, le tirage au sort. Je voulais parler du tirage au sort cette fois, avec ce problème, c'est que quand les propositions dérangent le pouvoir, on n'en tient pas compte. Hein, mais c'est aussi une très belle démonstration pratique des potentialités d'une convention citoyenne. C'est-à-dire que les citoyens qui se mettent en tas, qui représentent réellement le pays, qui discutent pendant des semaines avec l'appui d'experts, hein, puisque ce n'est pas non plus le refus total de la contribution du savoir. Un des points essentiels, je le dis en passant rapidement, mais de l'extrême droite, c'est la mise à distance du savoir, hein, le mépris pour le savoir, les universitaires, les sachants, et le goût pour les contre-vérités. Hein. Non, là, les experts, ils ont tout à fait leur place dans une convention citoyenne. Les citoyens les écoutent et en tiennent compte dans leur délibération. Et ça peut déboucher sur des propositions très intéressantes, voire radicales, hein, puisque la plupart des propositions écologiques de la Convention citoyenne sur le climat ont été rejetées parce qu'elles allaient trop loin, tout simplement. Hein. Voilà. Et c'est une discussion. Exactement ce que j'allais dire. On avait fait venir des représentants régionaux de la Convention citoyenne, hein, et on a pu voir à quel point ce groupe de personnes qui représentaient la France, hein, les différents métiers, les âges, les sexes, avaient été capables tous de faire des propositions intéressantes. Bon, ça a demandé du temps, il a fallu discuter, il a fallu s'informer, hein, mais finalement, tous se sont sentis légitimes. Hein, bon, ce qui est dommage, c'est que ensuite le gouvernement n'en a pas tenu compte, hein, ni dans un domaine ni dans l'autre, hein, alors qu'il y avait des propositions très très intéressantes qui avaient été faites. Hein. Alors pour le fait de ne pas avoir en tenu compte, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire sur cette convention citoyenne, c'est qu'en fait à la fin ils ont fait 149 ou 150 propositions, à la fin ils avaient le choix entre les soumettre au gouvernement ou les soumettre à un référendum. Et eux-mêmes se sont piégés en fait en disant on ne va pas les soumettre au référendum parce que la population ne va pas le vouloir et donc on va le soumettre au gouvernement. Donc en fait eux qui étaient issus de la population ne faisaient plus confiance à la population et ils ont dit on va les soumettre à un gouvernement, il y aura plus de chances. En fait ils se sont fait avoir et il y avait je crois que c'est Cyril Dion, mais je ne suis pas sûr, qui au fur et à mesure qu'ils égrenaient les 140 ou 150 propositions, il disait est-ce qu'on les met au gouvernement ou au référendum, il disait non et à chaque fois il pleurait toutes ses larmes de son corps parce qu'il voyait le projet disparaître. Donc je vous invite à voir, il est passé plusieurs fois sur Arte, ce reportage sur cette convention citoyenne et comment ça fonctionne. Hein. C'est normé, c'est un exercice normé, une convention citoyenne. Hein. Vous réunissez les gens plusieurs fois,
vous avez fait venir des experts sur des questions, des experts qui ne sont pas d'accord entre eux, et après, la Convention citoyenne fait revenir les personnes qu'elle a envie, et au fur et à mesure, elle nourrit le débat, et à la fin, ils font des propositions écrites. Sur la 13. Voilà. Et C'est pas sur Arte, c'était sur la 13. sur la 13, mais en tout cas, le reportage doit circuler. Et c'est très dérangeant comme dispositif, parce qu'en fait, on voit que des personnes tirées au sort et enrichies par des experts peuvent très bien prendre des décisions, faire des propositions très complexes. Et donc ça ne plaît pas du tout à l'élite, parce que là, on tire au sort des gens et ils sont capables en fait de réfléchir, quoi. Ça, c'est pas... Alors, actuellement, ce n'est plus visible en podcast, mais par contre, ils m'ont envoyé les liens. Donc, ceux qui les veulent, on peut les faire passer. On a encore un peu de temps si vous avez envie de continuer à discuter, ou on peut arrêter. J'aimerais quand même vous solliciter sur des suggestions que vous auriez pour approfondir un certain nombre de questions, puisqu'on va continuer ce cycle l'année prochaine. Pour l'instant, il est largement ouvert. On n'a pratiquement pas rien programmé comme conférence. Voilà, donc n'hésitez pas à nous écrire ou à nous parler quand vous arrivez aux conférences pour nous dire, voilà, moi j'aimerais bien quand même qu'on approfondisse cette question. Et là, je suis, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis persuadé qu'on est devant d'immenses questions. On est déstabilisé par ce qui se passe. Hein. Nos repères sont ébranlés. Hein. Ça va très vite, oui. Oui, monsieur ? Oui, moi personnellement, il y a une question qui me surlufine depuis longtemps. un certain nombre d'années. C'est la question du corps électoral au regard de la massification, de la manipulation auquel on assiste, réseaux sociaux et autres. Et je me demande si notre modèle, alors merci d'avoir cité le tirage au sort, mais je me demande si notre modèle de suffrage universel direct, et je sépare bien les deux, universel et direct, n'a pas un peu vécu. Vous pouvez développer ? C'est-à-dire, en d'autres termes, quand je regarde la composition et la présence du Front National, et je préfère continuer de l'appeler comme ça, à l'Assemblée nationale, suffrage universel direct, et au Sénat, suffrage universel indirect, la composition est quand même très très différente vis-à-vis de la représentation du Front National. Et d'autre part, de l'autre côté, je me dis que est-ce que quelqu'un qui est qui est impliqué au moins dans la connaissance du système politique, est-ce que son vote doit peser autant, plus, moins, que quelqu'un qui va voter sur le coup de l'émotion? Voilà. C'est des questions que je me pose. Des questions redoutables. Hein. Tout à fait. Parce que si j'entends bien ce que vous dites, vous seriez, par exemple, dans un objectif noble de limiter la présence du FN dans les instances décisionnelles, comme c'est le cas au Sénat, vous seriez pour revaloriser ce suffrage, je ne sais pas si on l'appelle universel d'ailleurs, le suffrage indirect, c'est-à-dire ce sont les élus qui votent au Sénat. Alors que moi, dans mon idée des choses, je suis plus pour diminuer les prérogatives du Sénat, augmenter celles du Parlement et aller vers plus de représentativité des élus au Parlement, c'est-à-dire vers une proportionnelle, quoi, hein. Spontanément, je serais plutôt pour ça. Après, évidemment, ça se discute. Et puis la deuxième proposition qui est la vôtre, c'est... Ah oui, alors là, par contre, absolument pas. Dire que les gens qui sont compétents, qui sont impliqués politiquement, leur voix pourrait compter 2 ou 3 fois ça, hein, celle du citoyen lambda qui se déplace pour voter. Quelle régression!
reconnaître ce diplôme de classe, hein. Je ne parle pas du vote des possédants. Hein. Oui, d'accord, mais des compétents. Mais voilà, d'avoir un vote éclairé. Comment arrive-t-on à avoir un vote éclairé? Oui, là, je crains que votre proposition redouble les problèmes de crise démocratique, parce que aujourd'hui, je vous l'ai dit, hein, c'est plus on est instruit, plus on a fait des études, plus on se sent compétent. Ça veut dire que les peu diplômés, les ouvriers, les employés, ils vont être encore plus exclus de la décision politique. Donc, je ne vous suivrai pas sur cette voie-là. Mais merci d'avoir fait cette Moi, petite... j'ai envie de rétorquer, là, alors. Luttons pour que tout le monde soit compétent. Voilà, beau programme. Ah, et l'école. L'école, par exemple. École et démocratie, ce sera un beau sujet. Hein. Hein? Je vous le propose pour l'an prochain. Madame? Il y aurait des mesures à prendre, par exemple, qui n'ont jamais été prises, mais qui étaient quand même prônées par la gauche, comme la limitation des mandats, rendre des comptes par rapport à son mandat. Et ça permettrait aussi aux électeurs de se rendre compte de ce qui se passe. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport à la conscience politique de la population en général, ça dépend du contexte comme tel, du contexte politique et social dans lequel on est. Parce que si on voit, moi si je pense à la génération de mes parents, qui étaient effectivement très engagés politiquement, c'était suite aux deux guerres. Après, il y a eu la guerre d'Algérie, il y a eu le Vietnam, toutes ces années-là où on avait une conscience anti-impérialiste. Et on avait très bien conscience déjà à ce moment-là que le capitalisme limitait beaucoup la démocratie dans beaucoup de pays, puisqu'on a quand même colonisé plusieurs pays, nous, en tant que Français. Donc il y a tout et je voulais aussi compléter par rapport à ce qui a été dit sur la façon de s'informer par rapport aux jeunes et même à la population en général, qui actuellement, par rapport à tout ce qui peut tomber, qui est vraiment des choses qui ne sont pas forcément analytiques, où la réponse est rapide, où c'est des événements là, qui sont montés en épingle. Et je pense aussi à l'intelligence artificielle, à ce qu'elle peut provoquer. Ça, ce serait, à mon avis, une conférence intéressante, parce que j'entendais un reportage à la télévision sur une numérique qui utilise, mais sur les capacités justement de réflexion, les capacités cognitives en général de la population. Quand dans une mairie on entend que bon, on va l'utiliser parce qu'il y a un modèle de lettres, mais pourquoi pas, mais c'est-à-dire la capacité d'écrire, d'analyser, de lire, comment elle va pouvoir se développer dans les jeunes générations qui vont utiliser, bon, parce qu'il y a des expériences qui montrent que l'intelligence artificielle, parfois on s'aperçoit un petit peu des fautes et des invraisemblances, mais pas toujours. Il y a des chercheurs qui font des recherches et qui sont bluffés par ce qui est produit par l'intelligence artificielle. Donc la capacité intellectuelle qu'on a actuellement, mais à un certain niveau, on va dire, parce que même les professeurs utilisent aussi l'intelligence artificielle dans les écoles. La capacité qu'on a, qu'est-ce qu'elle va devenir? Bon, il y a des sujets extrêmement vastes qui se profilent, comme tu disais, parce que on est dans une société où les limites sont franchies, disparaissent de plus en plus, que ce soit dans les mœurs classiques, que ce soit au niveau économique, à tous les niveaux. Et jusqu'où ça va aller? Moi, je suis plutôt pessimiste parce que je pense qu'il y a une dimension aussi psychologique qu'on n'aborde jamais parce qu'on fonctionne en rapport de force politique, en rapport de force sociale, mais il y a aussi cette dimension à l'échelle humaine. Il y a un livre là, qui m'interpelle, que je n'ai pas lu, mais le titre, c'est un journaliste qui a écrit sur la violence de tout ce qui se passe au niveau violent, parce que je pense à l'Ukraine, je pense à la violence des rapports de force, c'est un rapport de force masculin quand même assez viril, qui est actuellement qui est représenté par les guerres et les armées, où les femmes souffrent énormément parce que, bon, voilà, où elles sont violées, etc. Et donc, il y a tout ça à explorer. Je veux dire, je ne sais pas ce que vous allez l'année prochaine, mais c'est grave parce que le livre dont je voulais parler, c'est qu'il y a une jouissance
dans la violence. Et là, c'est au niveau humain, de l'être humain. Donc c'est très très compliqué. Qui se développe dans certains contextes? Le contexte, l'éducation qu'on a eue, les soins qu'on a eus en tant que petit. Pourquoi? Parce que ça, c'est une interrogation fondamentale. Pourquoi certaines personnes ont de l'empathie? Pourquoi d'autres développent certains travers d'oppression, de domination? C'est très compliqué. Je veux dire, et tout ça, ce serait à rebrasser. Donc c'est tout. Oui, merci pour votre intervention. C'est un très beau sujet, effectivement, pour des conférences futures. Mais je pense que pour comprendre le déchaînement de la violence, y compris interétatique ou intra-étatique, parce que vous savez que beaucoup des conflits armés aujourd'hui se déroulent au sein de pays. On a eu une très belle conférence de Bertrand Badi l'an passé qui nous expliquait qu'on ne pouvait plus penser les conflits et la guerre comme par le passé. Il rappelait qu'aucun pays, y compris les États-Unis, depuis en tous les cas un certain temps, n'a gagné une guerre. Les conflits se terminent autrement que par la victoire claire et nette d'un protagoniste. Et je pense que c'est ce qui risque de se passer du côté de la Russie et de l'Ukraine. La Russie ne va pas gagner, l'Ukraine ne va peut-être pas perdre, j'en sais rien. Là-dessus, il ne faut pas trop s'avancer, mais voilà, le modèle 19e siècle où une puissance attaque et gagne des territoires et met l'ennemi à genoux, c'est fini. C'est fini, a priori. C'est beaucoup plus compliqué maintenant parce que Bertrand Badi explique qu'il y a des interpénétrations entre les peuples, ne serait-ce que par les médias, qui font qu'il n'y a plus d'affrontement clair et net entre deux camps. Mais la question de la violence, c'est aussi qu'il s'agisse des relations interindividuelles ou des relations collectives, plus politiques, c'est aussi ce qui se produit quand on n'a plus de langage commun, qu'on n'en arrive plus à se parler. Et c'est ce que met en scène Trump. Je veux dire, il n'y a pas de langage commun, puisqu'il est dans un discours de négation de la réalité, c'est ce qu'on appelle le langage fasciste, qui nie un certain nombre de réalités, qui disqualifie un certain nombre de mots, et qui fait dire à un certain nombre de mots le contraire de ce qu'ils veulent dire. Enfin bon, c'est toute cette tentative de faire passer l'agressé pour l'agresseur, par exemple. C'est quand même assez extraordinaire. Donc on est dans une violence linguistique, verbale très très forte, qui va de pair avec la menace du rapport de force physique, militaire. Et je pense qu'à l'intérieur des pays, quand je parle de crise de la politique, vous voyez bien comment dans notre pays, par exemple, les débats politiques se sont dégradés, d'ailleurs il n'y en a quasiment plus, ce sont des tweets assassins, il n'y a plus d'adversaires avec qui on discute, ce sont des ennemis qu'on cherche à éliminer, à disqualifier, à disqualifier, à criminaliser. Donc ce qui se passe au niveau collectif, ça se passe toute chose égale par ailleurs dans les relations interindividuelles, où on a de plus en plus de mal à trouver des langages communs et à ne pas passer à l'acte dans un conflit violent. Le mode de pacification privilégié, c'est le langage. C'est le dialogue avec un langage commun à construire quand il n'existe pas en prêt-à-porter. Donc voilà, je pense que vous avez raison, qu'il y a toute une série de réflexions à développer aussi sur cette question de qu'est-ce qui provoque le basculement dans la violence au niveau interétatique, par exemple, aujourd'hui, au niveau des États et au niveau de la vie quotidienne, dans les familles, dans les quartiers, etc. Vous en avez assez peut-être? Ah non. Chantal? Une grande inquiétude quand même dans ce que je vois monter de tous les côtés vis-à-vis des femmes. Que ce soit du côté du discours genre Orban, Trump, Milei. Ça rejoint un peu ce que disait Muriel par rapport aussi au problème des femmes dans la religion musulmane aussi, les Afghanes, les Iraniennes. Enfin, c'est-à-dire, je trouve que partout, j'ai l'impression de quelque chose qui se resserre. Voilà. Et j'en avais pas pris conscience avant
importante. Il me semblait que j'avais pas d'inquiétude à me faire là-dessus et que petit à petit, j'ai l'impression que cette inquiétude commence à monter. Oui, c'est tout à fait exact, hein. On n'a pas parlé de la banalisation, de la normalisation, hein, de l'extrême droite en France, hein, qui cache quand même de plus en plus son jeu sur ces questions-là. Il n'y a pas encore très longtemps, il y avait une hostilité à l'IVG, hein, explicite. Hein. Giorgia Meloni rend en pratique très compliqué l'accès à l'IVG en Italie. Hein. Donc, effectivement, on peut dire tranquillement que les femmes sont en première ligne de celles qui ont à craindre pour leurs droits, pour leurs conquêtes très récentes, par rapport à la montée des extrêmes droites en France et ailleurs. Je suis complètement d'accord. Voilà, merci beaucoup pour cette belle discussion et à très bientôt.